Salut à tous, merci de me suivre pour cette deuxième vidéo où je vais aborder le thème de la protection du domicile. Je voulais aborder aussi le thème de la protection personnelle, mais on verra ça dans une autre vidéo parce que ça va être trop long sinon. Du coup, pourquoi protéger votre domicile? Plein de raisons, du simple vandalisme au cambriolage, en passant par le homejacking, une technique qui consiste à s'introduire chez vous par effraction pendant que vous êtes là et à vous soutirer des informations comme votre code de carte bleue ou pour prendre les clés de votre voiture, sous la menace, sous la torture, enfin bref, voilà. Tous les criminels hein, et toutes les autres gens de cet acabit font preuve de beaucoup d'intelligence quand il s'agit de parvenir à leur fin et pour repartir avec votre magot, vos stocks, vos armes si vous en avez, enfin bref, tout ce qui peut les intéresser. Alors, rentrons tout de suite dans le vif du sujet du coup, avec des statistiques. Dans 80% des effractions, c'est la porte d'entrée de chez vous qui va être visée en premier pour entrer. Donc l'avantage, il faut bien qu'il y en ait un du coup, si vous habitez en appartement et entre autres dans les étages, au-dessus du deuxième et troisième, vous aurez qu'une seule porte et qu'un seul point d'entrée à vérifier, à consolider et à protéger pour vous prévenir d'une infraction. La moitié des personnes indésirées du coup feront demi-tour si votre porte leur résiste. Dans ces 80% d'effractions, sachez que la moitié d'entre elles vont viser la serrure directement de votre appart. Ça c'est la bonne nouvelle. Si vous n'avez pas les moyens d'investir dans une porte blindée, qui coûte entre 2000 et 5000 euros à peu près en moyenne, sans la pose. Du coup, sans entrer dans les détails et le fonctionnement des serrures, sachez qu'il existe trois principaux types d'attaque de la serrure. Qu'il s'agisse du cassage, de l'arrachage ou du perçage. Le crochetage restant quand même extrêmement limité, bien que en hausse. Lorsqu'il s'agit de la protection physique de votre domicile, la serrurerie tient une place vraiment importante. Et il existe de nombreux moyens à votre disposition pour y parvenir. Vous avez la serrure blindée, du coup, qui est beaucoup moins chère qu'une porte. Hein, ça peut être compris entre 100 300 euros et c'est très facile à installer soi-même. Des serrures avec cylindre où vous avez plus de 10 goupilles, ou des serrures multipoints qui sont moins chères qu'une serrure blindée. Et voilà, plus vous avez de peine et plus effectivement la serrure sera difficile à forcer. Il existe aussi tout ce qui est renfort de pommelle. Pour moins de 50 euros, du coup, vous fixez ça sur votre porte, sur le chambranle de la porte, et ça évite que des individus puissent dégonder votre porte. Ça, et vous avez aussi des cornières anti-pince pour éviter qu'on puisse passer un outil entre la porte et le chambranle, du coup, pour ouvrir la porte par effraction. Au-delà de ces serrures et autres moyens de renfort de vos portes, la technologie peut également vous aider à la sécurisation de votre domicile. Je pense aux caméras de vidéosurveillance, intérieures ou extérieures, hein, peu importe, des systèmes d'alarme sur lesquels vous pouvez brancher des bombes de poivre, des bandits, c'est des machines génératrices de fumée qui empêchent un individu qui serait rentré chez vous de ressortir rapidement, et ce qui pourrait permettre aux forces de l'ordre ou à vous, mais je le dis pas, d'intervenir. Vous avez aussi tout ce qui est simulateur de présence avec des ampoules sur programmation, tout ça.
Le problème avec ces moyens de technologie concerne les batteries, qui ont une durée de vie générale en moyenne de 72 heures. Donc voilà, c'est pas terrible non plus, mais bon, ça peut être un bon moyen de dissuasion du coup. Effectivement, éviter de trop en faire. Si je passe devant une maison avec une pancarte qui dit qu'il y a une alarme, que je vois qu'il y a des caméras de sécurité et beaucoup de moyens de protection, soit je me dis je passe mon chemin, c'est trop dangereux, ou alors je peux me dire que ça doit être intéressant parce que s'il y a de la protection, c'est qu'il y a quelque chose à protéger. Voilà. Ensuite, pour une sécurisation optimale de votre domicile, en cas d'effraction sur le moment, en pleine nuit, d'individus que vous ne pouvez pas maîtriser ou que vous avez toute votre famille avec vous, des enfants en bas âge ou autres, que vous ne vous sentez pas d'intervenir physiquement, l'idéal est d'avoir accès à une pièce sécurisée dite panic room. Alors, ce terme est un peu gros. Je ne vous parle pas de bétonner toute une pièce de votre maison, béton armé, porte blindée, grillage et autres. Ça, c'est pas donné à tout le monde. En appartement, effectivement, si vous êtes en location et tout, vous pouvez pas faire ce que vous voulez, mais essayez de choisir une pièce dans laquelle vous pourriez vous réfugier en cas d'effraction. Donc là, il faudrait prendre une pièce qui donne pas sur l'extérieur, donc une pièce assez centrée au milieu de la maison, du coup, sans fenêtre, et sécurisée, bien sûr, du coup, essayez de renforcer votre porte pour cette pièce. Évitez également une pièce qui soit que complètement en mur placo, donc c'est facile à défoncer, hein. Essayez de trouver une pièce assez costaud du coup, et stocker dedans ce que vous pouvez, des stocks, des moyens de défense, des moyens de communication également pour avertir à l'extérieur que vous avez un problème, et de l'eau, des couvertures, enfin bref, de quoi tenir un siège. Je vous parlerai tout à l'heure des moyens de défense, ce que vous pouvez trouver, et également comment les choisir. Et oui, Odile, il n'y a pas que les fusils à pompe pour se défendre. Un exemple pas mal de panic room, ce serait votre salle de bain. En général, si elle donne sur l'extérieur, c'est par une fenêtre toute petite, donc pas forcément accessible par là. Mais voilà, une salle de bain, c'est toujours ventilé, vous avez un accès à l'eau en quantité suffisante, et vous pouvez par exemple démonter dans votre salle de bain le cache qui est sous la baignoire euh, pour y stocker ce que vous voulez, tout ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous pouvez aussi opter pour la chambre parentale, du coup, qui est normalement interdite aux enfants, et du coup peut-être plus facile pour y stocker tout ce que vous voulez et avoir un peu plus de place pour tenir un siège que dans une salle de bain. Un point que j'ai pas abordé concernant cette panic room, ce serait idéalement d'avoir une entrée discrète. Si vous êtes en appartement, effectivement, ça va être un peu compliqué de cacher votre porte de salle de bain, du coup, vu qu'il n'y en a qu'une. Mais si vous êtes par exemple en maison, vous avez peut-être différentes possibilités de cacher par un meuble ou de condamner une entrée visible et d'en faire une autre un peu plus discrète derrière une armoire, derrière une bibliothèque qui peut se déplacer facilement par exemple, afin d'éviter toute tentative d'effraction
de votre panic room. L'idéal, ce serait également d'avoir un moyen de visu sur l'entrée de votre panic room, à savoir une caméra, sans forcément installer une caméra tube ou un dôme motorisé de grande surface devant un mur complètement vide, ce qui pourrait sembler louche. Vous pourrez trouver sur internet par exemple des petites caméras qui peuvent se cacher facilement dans un livre ou dans un manteau qui pend sur un cintre, et qui vous retransmettraient en direct des images de votre cache, et ce qui vous permettrait de voir venir la découverte de votre panic room ou l'arrivée d'une voiture bélier par exemple, ou quoi. Avant d'aborder les choix de votre arme de défense, quelques petits rappels concernant la législation de la légitime défense. Ce que dit la loi: est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l'acte pour repousser de nuit l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité, ou pour se défendre contre les auteurs de vol ou de pillage exécutés avec violence. Voilà. La légitime défense, quel que soit le scénario envisagé, doit être immédiate, nécessaire et proportionnelle. C'est-à-dire que un voleur qui s'introduit chez vous pour voler votre carte bleue, vous ne pouvez pas lui tirer du gros sel dans la tronche, voilà. Ou s'il s'enfuit du coup après son larcin et que vous essayez de le rattraper, pareil, vous ne pouvez pas lui tirer dessus pour l'arrêter s'il est en train de s'enfuir. Voilà, il n'y a pas de menace immédiate contre votre personne et vous serez poursuivi. Bon, maintenant que ça c'est vu, comment choisir votre arme de défense? Pour cela, 5 points que je vais vous énumérer pour vous aider. Le premier, c'est le risque de létalité. Effectivement, que vous choisissiez un couteau, une matraque ou un revolver, sachez bien que vous devez être conscient de la proportionnalité de votre attaque ou de votre riposte, afin de ne pas être accusé d'homicide. Et du coup, soyez bien conscient que tuer votre agresseur peut avoir des conséquences juridiques et voire même émotionnelles si vous n'avez pas l'habitude ou si vous risquez d'être choqué. Deuxième point, c'est la proximité d'emploi. En comparant du coup un couteau, un taser avec un revolver, la proximité nécessaire d'utilisation peut laisser le temps à votre agresseur de répliquer ou de vous attaquer plus rapidement. Troisième point, la rapidité et l'effet de l'impact. Encore une fois, l'utilisation d'un gomme-cogne, d'un choker ou d'un revolver ne va pas être la même. Et l'effet désiré peut ne pas être celui qui va arriver. L'adversaire peut réagir différemment. S'il est drogué par exemple, ne pas sentir la douleur d'une balle en caoutchouc dans le ventre et vous sauter dessus de façon encore plus agressive. Quatrième point concerne le double emploi. Regardez par exemple les différences qu'il peut y avoir entre une matraque télescopique et par exemple un porte-monnaie SAP qui peut avoir une double utilisation. Si vous sortez avec par exemple en port d'armes avec votre porte-monnaie SAP dans la rue, vous avez moins de chances de vous faire arrêter qu'avec une matraque télescopique. Et le dernier point, et un des plus importants, c'est la prise en main personnelle. Est-ce que c'est une arme qui peut être pratique pour vous, facile d'utilisation? Quelle est la sensation de prise en main et la dextérité avec cette arme? Donc voilà, je pense avoir abordé le principal dans ce sujet-là. Il reste encore quelques points, mais du coup je pense que ça fera l'objet de quelques petites vidéos simples pour plus tard.
La prochaine vidéo, je vous parlerai de protection personnelle, donc un gros sujet en l'occurrence. Voilà, n'hésitez pas à liker ma vidéo si vous l'avez aimée. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et pensez aussi à la petite cloche pour être tenu au courant des prochaines publications de vidéos. Allez, ciao!